Salam alaikum, Azul Felaoun. Bonsoir. Le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi, lors de sa réunion sous la présidence de M. Al-Majid Tebboune, le projet de loi de finances 2024. Ceci, bien que cette nouvelle loi prévoit une hausse des dépenses induites par les augmentations salariales et une baisse des revenus fiscaux. Ainsi, pour l'exercice de la nouvelle année, Tebboune a ordonné d'inclure dans les salaires les augmentations décidées lors des précédentes réunions du Conseil des ministres depuis 2022. Il s'agit des augmentations jusqu'à 47% en 2024, résultant de la révision des statuts des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. M. Tebboune a également ordonné l'annulation de la taxe sur l'activité professionnelle, la TAP, et la réduction au maximum de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, pour la production avicole et l'application de la même procédure aux denrées alimentaires importées de manière générale. M. Tebboune a ordonné au ministre de prioriser le maintien du pouvoir d'achat des citoyens par les moyens disponibles en tenant compte des équilibres financiers. Le président a ordonné l'enregistrement de la réalisation de 250 000 nouveaux logements, dont 100 000 unités sous forme de logements sociaux locatifs et 150 000 sous forme d'aide au logement rural. L'objectif étant la réalisation d'1 million de logements entre 2020 et 2024. Toutes ces mesures semblent être les leviers d'une relance économique dans un pays qui fonctionne normalement. Aucun expert ne peut remettre en cause les chiffres ou la possibilité de mettre en application ce projet de loi de finances 2024. Parce que, tout simplement, toute voix discordante ou critique sera automatiquement jetée en prison. Le pouvoir en place ne veut plus d'activité syndicale, ni de partis politiques opposants, ni de presse indépendante. Et il nous parle d'économie et du maintien du pouvoir d'achat des citoyens. L'Algérie nouvelle de M. Tebboune collectionne les échecs et les contradictions. Rappelons-nous de ce décret qui a été signé par M. Tebboune qui stipule en outre que ses conseillers sont chargés d'informer le président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise de décision. Tout simplement, un gouvernement parallèle, formé de conseillers du président dotés d'une influence et d'un pouvoir considérable, semble avoir pris le dessus sur le gouvernement officiel dirigé par le Premier ministre pour la gestion du pays. Cette évolution inquiétante vers l'opacité et l'autoritarisme est devenue un sujet de préoccupation majeure pour les Algériens. L'Algérie nouvelle de M. Tebboune et compagnie vit des crises multiples. Pire, notre pays n'a jamais été aussi vulnérable à l'intérieur et à l'extérieur, comme il l'est aujourd'hui. Tout le système de l'Algérie nouvelle de M. Tebboune repose sur le mensonge, le déni de réalité, l'incompétence avérée et l'impéritie totale. Son maintien en l'état devient une véritable menace pour le pays. La crise algérienne est avant tout une crise éminemment politique. Elle n'est pas économique et sa solution ne peut être que politique. Cette irresponsabilité acte, hélas, tout le drame du peuple algérien pris en otage entre un commandement militaire comptable devant l'histoire de la crise politique que vit le pays et sa façade civile qui, après 4 ans de gouvernance par délégation, a déclassé des pans entiers de la société. Ce pouvoir ne peut s'exonérer d'un service minimum. Ce pouvoir violent autoritaire n'a même pas eu le bon sens d'émanciper son opposition. L'état des lieux en témoigne, l'Algérie nouvelle est un titre vide de sens. L'Algérie nouvelle est l'échec à toutes les échelles. L'Algérie nouvelle va mal. L'Algérie nouvelle inquiète.
Projet de loi de finances Tebboune en campagne électorale pour 2024. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Liass Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Liass Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Bonsoir, monsieur Joudi Nasser. Merci pour votre invitation et je salue mes amis Jabel et M. Axus. Voilà. Merci encore pour l'invitation. Vous avez annoncé des invités, donc Liass Jubaili. On a bien sûr aperçu Djemal Gessoum, ex-candidat aux législatives algériennes. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Djemal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci à vous pour cette invitation et le bonjour à toutes vos téléspectatrices, spectateurs et vos invités sur le plateau. Très bien. Merci Djemal. On a aussi le plaisir d'accueillir Belaïd Jamir, militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Belaïd Jamir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar. Bonsoir aux spectateurs et téléspectatrices, ainsi à tous les invités et l'équipe de Magharibia. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Belaïd Jamir. On va commencer avec, je ne sais pas si on a avec nous Liass Jubaili. Liass Jubaili, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, très bien, oui. Liass Jubaili, donc, cette loi, ce projet de loi donc, de finances 2024, qu'est-ce que vous en pensez? On parle bien sûr de beaucoup de mesures, la construction de 250 000 logements, mais aussi la baisse des taxes ou la réduction des taxes sur la valeur ajoutée, la TVA. On parle aussi de l'augmentation des salaires qui sera presque de 47% en 2024. Comment vous trouvez donc ce projet de loi de finances, Liass Jubaili? Tout d'abord, on va parler de façon objective et de façon rationnelle sur le plan économique. J'essaie de remonter en 2017. C'est une institution indépendante qui s'appelle, c'est une institution indépendante économique, Business School, qui a fait un rapport sur l'Algérie. Dans ce rapport relate qu'il y a un problème qui se pose en Algérie, c'est-à-dire comment diversifier l'économie algérienne quand il y a une volatilité des prix du pétrole. Et c'est vrai, en 2017, il y avait des efforts qui ont été consentis par le gouvernement en 2017 de Bouteflika, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Pourquoi ils n'ont pas trouvé la solution? C'est parce que la Banque mondiale, qui a incité, conseillé l'Algérie à diversifier son économie sur deux plans. C'est quoi? La première chose, ce qu'on appelle les réformes structurelles. Les réformes structurelles et microéconomiques. C'est-à-dire, nous, en Algérie, notre économie fortement dépendante du prix du pétrole. Et vous savez très bien que le prix du pétrole, au fait, il y a une fluctuation dans le monde. Donc, forcément, si le prix du pétrole chute, forcément, les caisses vont, je veux dire, les caisses de l'État, il y aura un manque à gagner. Le budget 94 milliards de dollars qui a été de 2023, quasiment, c'est comme s'il est supporté par un centre de coûts. En anglais, on dit Support by Cost Center, par un centre de coûts. C'est-à-dire augmentation de salaire, augmentation de ceci, ça, ce qu'on appelle, ça c'est le maquillage pour faire la paix sociale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter les salaires, mais est-ce qu'il y a un budget qui incite à la création d'emplois, à pousser les jeunes, une fois diplômés, à entreprendre et à créer des petites entreprises? Rien, ouelou. Donc forcément, le seul secteur qui reste pour l'Algérie, c'est le secteur agricole. Malheureusement, le secteur agricole, je comprends, c'est normal, c'est une bonne chose d'enlever les taxes, de réduire les taxes, ou défiscaliser les produits émanant de l'agriculture, mais nous avons un stress hydrique, nous avons une sécheresse. Donc comment nous allons faire rentrer cet argent? Comment nous allons développer notre économie? Il nous reste quoi?
il nous reste le bâtiment. C'est vrai, le bâtiment, ça peut être un secteur, mais comme c'est un secteur, il est complètement gangréné par la corruption, il est mal maîtrisé, donc on a du mal à diversifier. Le secteur du tourisme, rien. C'est-à-dire, on n'a pas un secteur de tourisme. Il faut signaler les petites entreprises en Algérie, ce qu'on appelle des petites PME, des PMI, qui se trouvent un peu à travers le territoire, qui essayent de contribuer pour relancer l'économie. En Allemagne, c'est les petites PME, les PMI qui ont contribué à l'essor économique de l'Allemagne, et ce n'est pas les grandes entreprises nationales. Il faut signaler aussi, les inégalités sociales entre régions. Quand vous avez une inégalité sociale entre régions, forcément, aussi, ça ne participe pas au développement de la croissance. Donc, nous avons plusieurs critères sur lesquels on n'a pas su articuler. Peut-être ils n'ont pas trouvé l'équation, mais comme un pays il est ultra centralisé, on n'a pas décentralisé, on n'a pas délégué des pouvoirs, tout dépend d'Alger, forcément on ne peut pas avancer. Et l'économie, notre économie, il faut la diversifier tôt ou tard, parce que sinon c'est le chaos. Et juste pour finir, il profite de la conjoncture internationale malheureuse, tout ce qui se passe au Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, donc les prix du pétrole vont augmenter, ainsi qu'en Ukraine. C'est tout, mais sinon, notre économie n'est pas encore diversifiée, il faut le dire. Très bien. Restez avec nous, Elias Djbaili. Djamel Ghssoum, je vais revenir à vous. Comment vous voyez donc ces décisions prises au Conseil des ministres, cette loi de finances, ce projet de loi de finances 2024? On parle de l'augmentation des salaires, que beaucoup peut-être verront que c'est une bonne chose, mais aussi il faut se poser la question sur les chiffres et comment on va financer toutes ces mesures. C'est la question qui se posent bien sûr les spécialistes. Comment vous avez trouvé donc cette loi, Djamel Ghssoum, surtout qu'elle met l'accent sur le maintien du pouvoir d'achat des citoyens par les moyens disponibles? Qu'est-ce que cela veut dire? Ben écoutez, moi, vous savez, ce que j'ai envie de dire par rapport à cela, c'est que il y a, alors je ne sais pas si c'est le temps d'aujourd'hui qui me permet de dire cela, mais il y a beaucoup de mesures qui sont prévues en 2024. Moi, je pose le débat tout de suite et de manière pédagogique, que les gens connaissent, et d'abord les gens connaissent ma position, elle est clairement indiquée sur mon compte Facebook, c'est non à un deuxième mandat par rapport au président de la République. Donc, ce que je vais dire n'est en aucune manière une façon de dire que le président fait bien, etc. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des mesures qui sont prévues pour 2024, notamment l'augmentation des salaires. Des salaires. L'augmentation des salaires, pardon. Oui, donc je disais qu'il y a effectivement des mesures qui sont prévues en 2024. Ça laisse présager un peu d'un éventuel second mandat auquel je suis catégoriquement opposé, compte tenu du fait qu'il y a, je pense, un casus belli dans la politique du président de la République, dans la scission au sein du peuple algérien, faisant d'une catégorie d'Algériens des Algériens supérieurs et des autres des Algériens inférieurs. À partir de là, ma position est claire. Le président de la République n'a pas assumé la mission première qui était la sienne. Mis à part toutes ces mesures, et on va en discuter dans le détail, il n'a pas assuré la mission qui était d'unir tous les Algériens, je dirais, dans le même bateau, avec une même direction. Donc, Anna Mansmahlouch sur la promulgation de la loi qui divise les Algériens. Ceci étant dit, et là, vous parlez de la loi sur les médias. Parce qu'il y a 7 points qui ont été évoqués par rapport aux nouvelles mesures. Il y a la construction de 250 000 logements supplémentaires, dont une partie réservée aux personnes, je veux dire, en difficulté, et d'autres d'accession à la propriété. Sur le fait en lui-même, je veux dire que moi je suis un pragmatique, moi je ne suis pas un idéologue, et j'ai même envie de dire, d'entrée de jeu, que même si le matin vous vous leviez et que Tebboune faisait de l'Algérie un paradis, un bon nombre de vos invités et même beaucoup d'Algériens diraient il y a anguille sous roche. Donc je ne suis pas quelqu'un je dirais d'intéressé par cela. Donc il y a cette question de logement, c'est une bonne mesure, elle continue, parce que ce qui est fait aujourd'hui par rapport au logement, sur ce thème-là,
C'est ce qu'a fait l'ancien président Bouteflika, Allah yarhamou. Donc il n'a rien fait de ce point de vue. Sur la question du retrait de la TAP, est-ce que c'est une bonne mesure? Je n'ai pas les éléments concrets pour le dire. Si cela peut créer, je dirais, une dynamique financière et économique, pourquoi pas? Je n'ai pas la clé pour le dire, donc moi je ne suis pas un spécialiste de tout, je ne sais pas tout, mais quand je sais de quoi je parle. Sur d'autres questions, je dirais que l'ensemble de ces mesures, parce que la question centrale était comment elles sont financées. Moi j'ai envie de dire que la masse, en tout cas la réserve de change qu'a l'Algérie actuellement, avec la flambée du prix des hydrocarbures de manière générale, pas simplement le pétrole mais le gaz également, permet en partie et en grande partie de financer ces mesures. Mais on n'a aucune transparence. l'a très très bien dit. Je me suis dit, je vais pas vous couper, Jamel Ghssoum. Jamel Ghssoum, je ne vous ai pas coupé, mais la question qui se pose les Algériens, c'est qu'il n'y a aucun débat par rapport à ces chiffres. Jamel Ghssoum, quand on parle de 85 milliards de dollars de réserve de change, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de transparence par rapport à ces chiffres. Et c'est pour ça que les Algériens se posent les questions, et surtout les spécialistes, les économistes se posent ces questions. Et quand on se pose la question, on ouvre des débats très intéressants. On est inquiété. On a vu le cas, par exemple, de Ihsan Qadi, quand il s'est posé la question sur les 20 milliards qui ont été récupérés. Jamel Ghssoum, si vous voulez juste rajouter très rapidement avant de donner la parole à Bel'Aid Jamer. Oui, bien sûr. Alors très rapidement, la manne financière qu'a l'Algérie actuellement permet, si vous voulez, de manière objective, de financer les mesures qui viennent d'être annoncées. Ça, c'est sur le côté objectif et pragmatique. Cela, pour autant, et Lies Jebali l'a très très bien dit, ça n'est pas ce ne sont pas des mesures qui s'appuient sur une économie réelle, sur des fondements, je dirais, de dynamique sociale, politique et économique, mais ça s'appuie sur un héritage. Moi, de mon point de vue, le problème il réside plus là que dans la question de comment ça pourrait être financé. D'abord, la réserve de change ne sont pas de 25 milliards, la manne est bien plus supérieure. 85. La question centrale n'est pas du tout comment il va financer, mais le fait que ce soit problématique, que ce soit financé non pas sur une dynamique financière et économique du pays. Ça, c'est un vrai problème. Très bien. Restez avec nous, Jamel Ghssoum. Bel'Aid Jamer, avant de vous donner la parole, on va juste regarder cette petite vidéo par rapport donc à ces mesures qui ont été prises au Conseil des ministres, mais aussi par rapport à ce projet de loi de finances. On regarde cette vidéo. Accorder la priorité à la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, inclure dans les salaires les augmentations décidées lors des précédentes réunions du Conseil des ministres depuis 2022, l'inscription de la réalisation de 250 000 nouveaux logements, dont 100 000 logements sociaux-locatifs et 150 000 aides à l'habitat rural, l'annulation de la taxe sur l'activité professionnelle et la révision de la condition de contracter des crédits pour englober les parties bâties et non pas les terrains. Il est également question de réduire au maximum la taxe sur la valeur ajoutée pour la production avicole et l'application de la même procédure aux denrées alimentaires importées de manière générale. Le président de la République s'est félicité des différentes mesures prises à l'origine de l'amélioration des revenus de l'État en dépit de la hausse des dépenses du fait de l'incidence financière induite par les augmentations salariales décidées récemment, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et le soutien au pouvoir d'achat, assurant qu'aucune nouvelle taxe susceptible de constituer une charge pour le citoyen n'a été prévue au titre du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Donc, Bel'Aid Jamer, quelle est votre réaction, Bel'Aid Jamer? Vous avez entendu bien sûr Lies Jebali. Rappelons que Lies Jebali est économiste. On va revenir sur des questions qui sont peut-être sa spécialité par rapport à l'économie, mais qu'est-ce que vous en pensez, Bel'Aid Jamer? Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette dynamique
du deuxième, si on peut dire, l'élection présidentielle et deuxième mandat de Al-Majid Tebboune? Merci Nassar. Bon, moi je vais donner un avis. Je vais rester peut-être un peu plus dans le volet politique qu'économique, puisque les Jubaili, je sais qu'il est ingénieur en économie. Peut-être il nous parlera plus de ça. Moi, je parlerai un peu plus du côté peut-être du volet politique. Le problème aujourd'hui en Algérie, on le sait tous. Quand on dit, moi, quand j'entends la loi des finances, je dirais peut-être cette loi, c'est comme toutes les lois qui sont passées, c'est la loi de la répartition des richesses de l'Algérie. Alors, la répartition des richesses, ça n'a jamais été équitable entre les Algériens. On sait très bien l'argent de l'Algérie où il va. Il parle des augmentations des salaires. Ben, c'est une bonne chose, les augmentations des salaires. Alors qu'il y a quelques jours, peut-être quelques mois, on parlait d'un déficit au niveau, il n'y a pas d'argent dans les caisses d'État. Réduire les taxes, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui va gagner le peuple dans tout ça? Et le problème, c'est pas la répartition de ces richesses, l'augmentation des salaires. J'ai entendu la construction d'un côté des logements, je pense 1000 et quelques logements, et aussi 250 000. Oui, 250 000 et l'aide aux constructions rurales. Ça veut dire que s'il y a des gens à l'extérieur qui veulent construire ou on les aide pour reconstruire les maisons ou refaire les travaux et tout. Le problème, on reste toujours dans le problème du suivi. Où part cet argent? Comment part cet argent? Comment cet argent est utilisé? Parce que si on parle juste de donner de l'argent, augmenter les salaires, c'est une bonne chose. Construire des logements, donner aux gens de l'argent, c'est comme elle existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'ANSEJ, par exemple, il y a des milliards et des milliards qui sont partis dans l'ANSEJ. Et on sait très très bien, comme on est là, on connaît le système de l'ANSEJ. Les gens faisaient sortir du matériel et le vendaient juste une semaine, un mois après et quittent le pays. C'est ça le problème de l'Algérie aujourd'hui. Si, par exemple, cette loi de finances, elle a été faite par un organisme bien spécifique, et des économistes, des vrais économistes algériens qui prennent toutes les données, tous les problèmes des Algériens, tous les problèmes des institutions algériennes, ils mettent la loi des finances par rapport aux revenus. Aujourd'hui, on sait très très bien que 98% des revenus des rentes algériennes, c'est des revenus du pétrole et du gaz. La production nationale, c'est pour la consommation intérieure, mais il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. C'est ça le problème aujourd'hui. Si on met une loi de finances, on parle des augmentations de salaire, ça touche qui? Ça touche juste le citoyen. Et bizarrement, ça se passe pour 2024. On sait très bien que le 12-12, ça sera, en décembre, ça sera les élections présidentielles. Tebboune, avec son clan, il veut toujours y aller pour le deuxième mandat. Peut-être ça arrange un clan actuellement qui existe, qui maintient le pouvoir. Moi, je ne souhaiterais pas, sincèrement, que ce chef d'État passe son deuxième mandat, parce que le premier mandat, ça a été vraiment une catastrophe sur tous les domaines. Alors, le domaine de la répression, déjà, la répression, elle a été atroce. Des personnes qui sont en prison arbitrairement, des militaires, c'était une guerre de clans. On sait très bien qu'il y a des militaires, il y a des hauts responsables qui se sont retrouvés en prison. C'était juste une guerre de clans. D'autres qui étaient dans l'Isaba, comme on dit, l'Isaba al-Khadima, est venu comme Isaba, une nouvelle Isaba, parce que c'est pas la nouvelle Algérie, mais c'est la nouvelle Isaba qui a actuellement en Algérie. Après, si je parle de Tebboune en tant que chef d'État, c'est vraiment, il a une bonne volonté
de changer quelque chose, par exemple en Algérie, et de faire ce qu'il a toujours dit de faire, que bon, les mensonges, hein, bien sûr qu'on sait qu'il y a des mensonges qui à chaque fois qu'on le voit à la télé face à la presse ou qu'il fasse une déclaration, c'est toujours c'est des déclarations, c'est comme le mois de Ramadan, c'est qu'on voit les prix à la télé, mais dans la réalité, dans le marché, c'est pas la même chose. Alors, ce qu'il dit, lui, à la télé, et ce qu'on voit à la réalité en Algérie et enfin chez le peuple algérien, c'est vraiment, on dirait qu'on ne vit pas dans le même pays. Alors je termine juste sur ça. Si vraiment il a une bonne volonté et réelle de faire du bien pour l'Algérie, pour le peuple algérien, ben qui prend des décisions fermes concernant les détenus d'opinion en premier, ça c'est un, et de mettre la justice indépendante, deux, et de mettre à l'écart, mais vraiment à l'écart, rendre l'armée dans les casernes et qu'il ne fasse pas de politique. Voilà, je pense que c'est trois choses. Si vraiment elles vont être mises en place, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et l'ouverture, bien sûr, du champ politique et médiatique. Je pense que ces quatre points, il y a d'autres, hein, mais ces 4 points peut-être essentiels. Si vraiment il a la volonté de faire, qu'il fasse ça. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont y aller mieux en Algérie. Parce qu'aujourd'hui, le problème majeur de l'Algérie, c'est un problème politique. Après, le problème politique, bien sûr, il est suivi partout. On va y revenir sur cette question, Belhaïd Jamer. Elias Djbeili, je vais revenir à vous. Comment peut-on donc mettre en œuvre ces mesures et cette loi, ce projet de loi de finances pour l'année prochaine, quand on voit par exemple le décret qui a été signé par Abdelmadjid Tebboune il y a quelques jours de ça, qui donne un peu plus de pouvoir ou beaucoup plus de pouvoir pour ses conseillers. Beaucoup l'ont qualifié d'un gouvernement parallèle. Comment peut-on travailler dans un climat pareil? Belhaïd Jamer a parlé de lutte de clans. Est-ce qu'on peut avoir une vision économique? Est-ce qu'on peut vraiment faire avancer notre économie, sachant que ce que disent les dirigeants du pouvoir ou les dirigeants algériens est une chose et la réalité est tout autre, Elias Djbeili? On vous entend pas, Elias. Ah là, très bien. On vous entend peut-être. Elias Djbeili ? Pardon, c'est bon, vous m'entendez ? Très bien, on vous entend. Je rebondis ce qu'il vient de dire Jamel par rapport sur le plan politique d'abord, avant que j'aborde la question avant que j'aborde le volet économique. Au fait, il faut savoir que le second mandat du chef de l'État, Tebboune, ne semble plus un secret de polichinelle. C'est-à-dire, il est en train d'ambitionner et de mettre en avant ses ambitions pour un deuxième mandat présidentiel à partir de 2024. On est à 1 an de la présidentielle. C'est-à-dire, il a été élu en 12-12-2019. Donc, quasiment, il lui reste 1 an de présidentielle. Et moi, j'ai lu un bel article de Jean-Pierre Sérini sur Orient XXL qui dit qu'il y a un affrontement feutré au cœur du pouvoir. Et regardez les mots qu'il utilise. Affrontement feutré au cœur du pouvoir. Il y a un clan qui est pour Tebboune, il y a un clan qui n'est pas contre. C'est-à-dire qui veut son deuxième mandat. Mais vous savez très bien que le régime algérien est beaucoup plus complexe que le régime nord-coréen. Parce que le régime nord-coréen, nous avons un seul dictateur, un seul homme qui gère quasiment la Corée du Nord. Quant au régime algérien, nous avons une multitude de décideurs et de dirigeants à la fois militaires et oligarchiques. Ça, c'est sur le plan politique. Et sur le plan politique, pourquoi ces manœuvres-là, quand il dit qu'il souhaite l'augmentation des salaires? Qui ne souhaite pas l'augmentation des salaires? Mais à condition, en prenant compte l'inflation. C'est-à-dire,
Maintenant, c'est pas possible. On peut plus indexer l'augmentation des salaires par rapport à l'inflation. L'inflation en Algérie, c'est pas moi qui le dis, Nasser, c'est la Banque mondiale et même peut-être eux qui le disent. Ils disent quoi? Même les Algériens, ils le disent, Elias Jubaili. Les Algériens trouvent. Avec ça. Absolument. Quand on voit le prix, par exemple, juste un exemple donné des pois chiches, qui est à 600 dinars. Quand on voit le poulet qui est arrivé aussi à 600 dinars, le kilo. Les Algériens se plaignent de la situation. Ils n'ont jamais vu une situation pareille. Bien sûr. Zid, augmente les salaires qui m'attendent. Mais si vous augmentez le salaire vous augmentez les salaires. Je veux dire, vous augmentez les salaires de façon graduelle. On ne peut pas augmenter les salaires 30, 40, 50%, ça n'a jamais existé. Mais si l'inflation, le cours des produits alimentaires, les pois chiches, les viandes blanches, les viandes rouges, le peuple algérien mesquin, mais c'est quoi le poisson? Vous imaginez 1200 km de côte, mais ils ne savent pas c'est quoi le poisson. Ils ne savent pas que c'est quoi une crevette, ils ne savent pas que c'est quoi du merlan, ils ne savent pas. Mais je ne sais pas qui ne sait pas. Mesquin, c'est parce qu'on l'a réprimé. On lui a pas donné, je veux dire, de jouir de ses propres richesses. C'est ça ce qui est le comble. Tout ça, c'est pour acheter la paix sociale et pour dire que je suis un président, que je suis votre président, que je suis là pour... Je pense au peuple. Mais lui, il ne pense pas au peuple. Il pense... Très bien, il ne pense pas au peuple. Sur le plan économique. Je vais vous rendre la parole. Parce qu'ils m'ont ramené la vidéo, je voulais vous la faire entendre. C'est cet échange qu'il y a eu entre Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre, et aussi un député de la réalité, parce que Ayman Abdelrahman a parlé de la politique générale du gouvernement, et on regarde cet échange, et je reviens à vous très rapidement. وسمحت هذه الفرصة بإعطاء والوقوف على حقيقة الإنجازات وحقيقة المجهود الذي تقوم به الدولة في كل المجالات، إن في تحسين القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين، وإن في تحسين الاقتصاد وفي إطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى والاستراتيجية التي كانت حلما والآن أصبحت حقيقة. سيدي الوزير المحترم، يظهر لي نتلاقوا معك للمرة الثالثة. تلاقينا معك في مخطط عمل الحكومة، تلاقينا معك في بيان السياسة العامة، ولنا نتلاقاو معك في بيان السياسة العامة الثاني. أنا يظهر لي الأرقام اللي راها جاية جبتوها لنا تختلف مع الواقع اللي راه يعيشه المواطن، ولو الأرقام تاعكم ربما صحيحة، لكنني أنا في بعض الأحيان شخصيا كنائب نشك فيها. نقول لك سيد الوزير الأول، الحقيقة المرة اللي ربما بعض الإخوان النواب ما قدرش يقولوها لك، أنا نقولها لك. والله الجزائر اللي عايشين فيها أنتم والجزائر اللي راه عايش فيها المواطن الجزائري ماهيش كيف كيف. المواطن الجزائري راه يعاني، المواطن الجزائري راه يسوفري، هذه صراحة مرة في بلادنا. الياس جبيلي، جو ريفيان لا تفضل. يا كذب. تحسين اقتصاد كذب، تحسين الاستيراد كذب، كلش كذب وكذب. Je vais donner les deux points, ce qui se passe en Algérie. La Banque mondiale, ce n'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Ils sont apolitiques. Ils ont dit pour combattre, pour lutter contre l'inflation, il faut une appréciation du dinar. Pour combattre l'inflation, il faut plus déprécier. Notre dinar, il a été déprécié de 30-40%. Je ne sais même pas combien. Je sais, il y a 1 an et demi, ils l'ont déprécié entre 20 et 30%. Le dinar, je sais, il a été déprécié. Donc maintenant, pour lutter contre l'inflation, il faut l'apprécier. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il a dit la Banque mondiale? Réduire les dépenses publiques. Réduire les dépenses publiques. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Troisième point, ça c'est un point très important. Ils nous disent c'est-à-dire qu'ils ont arrêté l'importation. Ok, vous voulez arrêter, vous voulez réduire le coût de l'importation. Mais quand vous voulez réduire le coût de l'importation, vous voulez plus importer des produits alimentaires nécessaires, forcément il faut une contrepartie. Vous ne produisez pas. Et vous voulez ce qu'on appelle limiter l'importation. On limite l'importation.
quand on est capable de développer et de diversifier d'autres secteurs économiques. Et le dernier point, Nasser, et je m'arrête là, ils ont injecté la masse monétaire. La masse monétaire, c'est-à-dire ils l'ont injecté beaucoup de monnaie qui circule, ce qu'on appelle une croissance de masse monétaire. Il y a beaucoup d'argent, ce qu'on appelle le flux circulant, qui circule au sein du peuple, et du coup, l'inflation, elle part en vrille. Elle n'est pas de 10%. L'inflation, elle peut attendre, ce qu'il paraît, jusqu'à 90, 100, 120% l'inflation. Les produits alimentaires, ils ont quasiment triplé. Et c'est le peuple algérien. Lui, il y a parce qu'il pense à son deuxième mandat. Très bien. Jamal Ghessoum, je vais revenir à vous. Donc, vous avez entendu ce député, c'est pas les invités d'Al-Magharibia, c'est pas Nasser Djoudi, c'est un député donc algérien qui le dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghessoum? Alors, tout d'abord, moi j'ai 3 points à aborder. Sur ce point-ci, bien évidemment que ce que dit Lies Jebali par rapport à l'arrêt des importations, ne pas avoir prévu de remplacer l'arrêt de l'importation est une mesure incroyable. Mais là, ce qui est encore plus incroyable, c'est que celui qui a arrêté les importations il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui fait que les coûts sont devenus élevés, vient d'être nommé conseiller du président de la République sur le commerce et l'import et l'export. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui nous a mis dans un véritable problème est promu. C'est ça l'Algérie. L'Algérie, c'est quand vous faites bien, vous êtes écarté, mais quand vous faites une catastrophe, vous avez une promotion. Donc l'Algérie, c'est vraiment la promotion par la médiocrité. Sur le deuxième point qui me paraissait important et qui a été abordé par votre invité, Jamal, sur la question politique, moi c'est aussi une question qui m'intéresse, sur il faut remettre l'armée dans la caserne. Je suis désolé de vous dire et de vous redire Daoula Askariya ou Machim Madaniya, qui on va avoir pour diriger le pays. Il faut être un petit peu sérieux. Donc ça, c'est ma position, parce que dans chaque famille algérienne, il y a au moins un militaire. Donc chaque caserne se retrouve dans les familles. Moi, ma position, elle est claire par rapport à cela. Sur la question du gouvernement bis, parce que c'est ce que vous avez abordé Nasser tout à l'heure, oui, non, mais en finalité, il n'y a jamais eu de réel gouvernement en Algérie. Après Tebboune ou avant Tebboune, il n'y a jamais eu de gouvernement. D'ailleurs, on ne connaît même pas la plupart des ministres. Donc, qu'il y ait un gouvernement bis, c'est ce que vous avez dit, à la présidence, parce que c'est ça dont il est question, me gênait évidemment au début, mais je me suis dit, en finalité, il n'y a jamais eu de gouvernement. Maintenant, on sait réellement qui gouverne. Ce sont 2-3 conseillers du président de la République. Donc, on sait que Ayman Ben Abdelrahman, je le vois moi personnellement plus imam que Premier ministre. Et le reste des ministres, là, 80%, moi je ne les connais même pas. Donc qu'il y ait un gouvernement bis, moi au moins maintenant c'est clair. Sur la question de la flambée des prix, le président de la République, et je lui en veux énormément, j'ai l'impression, et je le dis, que le président de la République ne vit pas en Algérie. Parce que si nous savons que M. Rezik, et pas à titre personnel, mais a arrêté l'importation il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a eu une flambée des prix, et qu'il le nomme, donc il lui donne une promotion pour continuer la catastrophe qu'il a commencé il y a 1 an et demi. Je dis au président de la République, vous ne vivez pas en Algérie, vous ne savez pas ce qui se passe en Algérie, et par conséquent, de toutes ces raisons, même si je l'ai soutenu, parce que j'estime qu'en tant que personnel, je dirais, mais maintenant que je vois avec toutes les conséquences que cela peut avoir, non seulement sur le peuple algérien dans sa généralité, de ceux qui vivent en Algérie avec les catastrophes qui s'annoncent, et notamment socio-économiques, quand je vois que le président de la République promulgue une loi, et pourtant je m'étais présenté, j'ai failli avoir des problèmes d'ailleurs, je m'étais présenté à la présidence Al-Mouradia, parce que j'y avais été au mois de juin, pour déposer un courrier pour lui redire, ne faites pas ça, ne coupez pas le peuple algérien en deux. Visiblement, il n'entend pas. Je dirais, Hasbinallahu ni'mal wakil. Très bien, restez avec nous, Jamal Ghessoum. Je vous ai vu donc faire un petit
un petit sourire, si on peut dire, mais aussi par rapport à ce qu'a déclaré Jamal Ghessoum. Il est là, vous pouvez rebondir après Jamal Ghessoum. Oui, je vais rebondir, ça c'est sûr. Je respecte son avis, mais je trouve que, vous m'excusez vraiment, on ne se connaît pas, mais c'est très très malhonnête de dire ça, parce que vous vivez dans un pays où c'est pas l'armée qui commande, dans un État vraiment civil, démocratique, avec des libertés. Et pour votre pays, parce que vous ne vivez pas là-bas, c'est pour les Algériens, vous préférez un régime militaire qui a saccagé l'Algérie, qui a détruit l'Algérie depuis 62 au jour d'aujourd'hui. Et je suis vraiment étonné d'ailleurs de vous entendre aujourd'hui, et peut-être il y a quelques temps, peut-être quelques mois, de vraiment parler de Tebboune comme vous le parlez aujourd'hui, parce que depuis son premier jour, le premier jour de son mandat, enfin à quelques jours près, avant, vous soutenez Tebboune, mais vraiment à fond. Et aujourd'hui, vous avez changé d'eux. Alors la question que je me pose moi aujourd'hui, dans quel camp vous êtes? Parce que c'est une guerre de clans aujourd'hui en Algérie. Dans quel clan vous êtes? Vous êtes dans un clan peut-être des militaires qui souhaitent enlever ce président et ramener quelqu'un d'autre. Mais je suis vraiment désolé de vous le dire, c'est très très malhonnête de votre part de dire ce mot, parce que tout le peuple algérien espère un état civil en Algérie, espère un changement, espère que l'armée qui a détruit l'Algérie, pas l'armée, l'institution militaire, les généraux qui ont détruit l'Algérie depuis 62 au jour d'aujourd'hui, qui rentrent en caserne, qui laissent la politique aux politiciens, qui laissent la politique aux civils, c'est le vœu de tous les Algériens. Et vous êtes en train de dire Daoula Askariya Maché Madania, et vous vivez dans un État où l'armée n'a aucun mot à dire. C'est un État civil, mais vraiment civil, démocratique, avec des libertés. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vraiment chapeau. Très bien. Restez avec nous, on va vous donner la parole, Jamal Ghessoum. Vous inquiétez pas, mais je vais revenir très rapidement à Elias Jubaili. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'espère que vos réponses seront courtes. On va je vais vous lire ce petit passage de Salah Goudjil qui a affirmé donc hier que l'Algérie avait réalisé de grands acquis en matière de concrétisation des objectifs de développement durable. L'Algérie connaît une forte, et ça a été donc une allocution lue en son nom par le vice-président du Conseil de la Nation, Mohamed Reda Oussaleh, lors des travaux de la 174e Assemblée de l'Union interparlementaire à Luanda, en Angola. L'Algérie, je le cite, connaît une forte dynamique vers le changement démocratique constructif à la faveur des grandes réformes contenues dans le programme du président de la République qui s'est engagé à construire une Algérie nouvelle qui renforce les principes de transparence, d'intégrité, de bonne gouvernance et d'alternance pacifique des pouvoirs prévalents et qui consacre les fondements de l'état de droit, a-t-il dit. Votre réaction par rapport à ça, mais aussi si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit Jamal Ghessoum. Monsieur Salah Goudjil, que je respecte son parcours révolutionnaire, qui a fait partie de la Wilaya 1, qui a connu Tahar Zbiri, qui voulait renverser Boumediene, et qui a un parcours révolutionnaire, et après qui rentrait dans le système et qui a commencé un petit peu à profiter des largesses du système, et quand il parle comme ça, avec tout le respect que je dois à ce monsieur qui a 91 ans, 92 ans, نقول له يا سي غوجيل يا الحاج غوجيل شويه الحنك كيما نقولوا حنا تكون منطقي شويه. Si vous comparez l'Angola, moi j'ai un ami qui travaille en Angola. L'Angola, le Rwanda, c'est des pays francophones ou lusophones, parce que c'est un pays quand même qui était sous colonie portugaise. C'est un pays qui a avancé, qui a eu son indépendance en 75, l'Angola, et qui devient un des joyaux de l'Afrique, parce que c'est un petit peuple qui a compris. Mais vous êtes en train de confisquer et vous êtes en train de faire des manœuvres avec les militaires. Mais moi, je dis par rapport aussi, je réponds de façon gentille et de façon objective à M. Ghessoum. Personne parmi nous, ni Belid Jamer, ni tout le monde qui est là, ni même tout le monde, nous ne sommes pas contre l'institution militaire, nous ne sommes pas contre le Jaysh al-Sha'bi al-Watani, nous sommes contre certains généraux qui ont confisqué, qui ont instrumentalisé c'est-à-dire l'héritage de l'ALN et qui l'ont instrumentalisé à des fins politiques. Quand on dit que
l'armée, le retour, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit dans ce qu'on appelle dans ses pouvoirs prérogatifs constitutionnels. C'est pas loin jamais. J'ai jamais donné, j'ai jamais mis ou bien en ballottage défavorable l'armée nationale, parce que l'armée nationale, c'est le monopole du peuple algérien. Ce n'est pas le monopole ni de M. Chenguer, ni Général Chenguer, c'est le monopole du peuple algérien. Et nous sommes partis de la diaspora, nous militons et nous voulons que notre armée soit intègre, mais nous voulons la désaliéner de certains, des généraux qui l'ont instrumentalisé. Donc oui, je suis avec Bel'id Jamel, oui, je suis pour un État civil et non militaire. Quand on dit État Daoula, Medeniya Machi Askariya, ça ne veut pas dire qu'on est contre notre institution militaire. C'est comme certaines personnes ici en France, on nous dit, est-ce que le fait de militer pour un État palestinien, c'est parce que vous êtes antisémite? Loin de là, loin de là. Nous sommes très bien. Restez avec nous, Elias Jubaili. Vous dire, c'est très important la sémantique des mots. Mais la bouche les mots, c'est important. Oui, nous voulons un État civil et démocratique. Oui, nous voulons notre armée régulière, régalienne doit être en dehors de la politique, et nous voulons que la souveraineté revienne au peuple. Très bien. Jamel Ghssoum, bien sûr, vous pouvez rebondir par rapport à ce que vous avez entendu, mais avant de vous donner la parole, on aimerait écouter les déclarations qui ont été faites par le rapporteur spécial des Nations Unies, qui a donc effectué une visite le mois dernier, dans une interview accordée bien sûr à la chaîne Al-Magharibiya. Exclusive, on l'écoute et je reviens à vous. Il faut ouvrir l'espace. Les gens sont assez mûrs, les gens aiment leur pays. Ce n'est pas en ouvrant l'espace que l'Algérie va retomber dans ces demandes de terrorisme, tout ça c'est faux. C'est plutôt ce qui va permettre à l'État de gérer mieux ces questions-là. Parce que la sécurité, elle doit être l'affaire de tous. Et pour moi aujourd'hui, tous ceux qui vont instiguer le désespoir dans le peuple algérien, je dirais que ce n'est pas une bonne chose. Et la seule protection pour un pays, la garantie d'une souveraineté, la garantie aussi de la défense d'un État, c'est le peuple. Lorsque le peuple est uni, lorsque le peuple jouit de toutes ses libertés, le peuple les gens sont à même de défendre défendant leur patrie. Donc ça c'était M. Voul, le rapporteur spécial de l'ONU. Jamel Ghssoum, est-ce que le problème est politique en Algérie? Ça a été dit par Bel'id Jamel, mais aussi Elias Jubaili, mais aussi beaucoup d'observateurs. On ne peut avoir une économie forte si on n'a pas une ouverture politique, une ouverture médiatique. C'est ce qui a été rappelé même par le rapporteur des Nations Unies. La force d'un pays, c'est son peuple. Jamel Ghssoum. Alors moi je ne conteste pas le manque d'ouverture de l'espace politique, médiatique et tous les espaces nécessaires à l'expression du peuple dans son devenir au sein de la nation algérienne. Et je ne dis pas non plus que l'Algérie est le berceau de la démocratie, que tout s'y passe bien, etc. Mais je vais répondre à monsieur Jamer et au frère Elias Jabali sur le pourquoi je dis Daoula Askariya ou Machi Medeniya. C'est que il faut se rendre compte d'une chose. Moi qui ai voyagé un peu partout dans le monde, qui était au Liban, en Syrie, en Irak, qui a l'habitude des théâtres de conflits, parce que je suis issu aussi de ce milieu, donc j'ai une certaine, je dirais, connaissance, c'est que si nous n'avions pas une armée aussi forte, et puis c'est facile pour l'IS de distinguer en disant nous ne sommes pas contre l'armée nationale populaire, mais nous sommes contre quelques généraux, comme si un ou deux généraux pouvaient tenir des centaines de milliers de soldats, et distinguer les deux n'a pas de sens. Et j'ai envie de dire que s'il s'agit d'avoir une démocratie comme vous l'imagineriez, une démocratie avec la liberté d'expression, moi je la souhaite, mais je peux vous assurer que l'Algérie qui est passée par les années 90 et après jusqu'à aujourd'hui, le contexte international parle de lui-même, et je peux vous assurer
que si nous avions un État civil comme vous l'espériez, l'Algérie serait tombée depuis un bon moment. Si la démocratie, si la liberté d'expression, c'est arrivé à des catastrophes humaines, du terrorisme, des gens qui sont égorgés comme on l'a vu dans les années 90, à tout cela. Je dis que je préfère la vie du peuple algérien avec toutes les brimades qu'il subit, et j'en ai tout à fait conscience, mais je préfère à la limite un peuple vivant et en sécurité comme étant une base pour aller vers d'autres choses. Mais on ne me le fera pas à l'envers sur la signification réelle de Daoula Madani Machi Askariya. Je ne suis pas né de la dernière pluie. La signification qu'il y a derrière ça, si on la suivait, on serait comme la Tunisie, comme beaucoup de pays qui sont tombés. Et ça, très bien. Et pourtant, comme on dit en arabe, Jamal Ghassoum, parce qu'on est pressé par le temps très rapidement. Et pourtant, c'est ce qu'on a dit avant le Hirak, avant que les millions d'Algériens qui se sont soulevés en 2019, on avait dit l'Algérie, s'il y a les Algériens qui sortent, l'Algérie va devenir comme la Syrie, comme la Libye. Et on a vu des millions d'Algériens qui ont marché pendant des mois et des mois, qui est donc ce fameux Hirak, qui était pacifique, qui a lui-même le monde entier par son pacifisme. Et c'est ce qu'on nous disait, Jamal Ghassoum. Très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Vous avez entendu Jamal Ghassoum. On vous entend pas, Belal. C'est que le pauvre peuple algérien, quand il demande la liberté, quand il veut de la démocratie, quand on parle d'un État civil, c'est vous voulez devenir comme le Kaboul et l'Irak et détruire l'Algérie. Cette langue du bois, elle revient tout le temps. Le peuple algérien, il fait la différence entre son institution militaire qui fait partie, Jamal Ghassoum, c'est que tout Algérien a un membre, peut-être toute famille algérienne a un membre dans l'armée. Ça, c'est pas un problème. Mais on sait très bien la situation d'aujourd'hui, pourquoi on est arrivé là. Il vient de dire un mot, c'est pas quelques généraux, c'est presque tous les généraux qui ont détruit l'armée algérienne et l'Algérie. Voilà. Très bien. 10 secondes, Lias Jubaili. On me dit qu'on doit clore cette émission. 10 secondes. Alors, moi, je vais donner la définition. C'est quoi la démocratie? Le concept de la démocratie est un ensemble de systèmes politiques pour lesquels la source du pouvoir est quoi? Est le peuple. La souveraineté doit revenir au peuple en activant les anciens articles du Hirak, l'article 7 et 8, et comme ça on construit un État, on aura une économie forte, on aura une politique forte, on aura une démocratie forte, et on aura un peuple heureux, fort et démocrate, et on aura surtout une grande Algérie. Voilà. Merci beaucoup, Lias Jubaili. Merci à vous. Jamal Ghassoum, ex-candidat aux législatives, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Lias Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Merci à vous, Belhaïd Jamer, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha.